Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Dialogue littéraire. Cette année encore, nous partirons à la rencontre de nombreux auteurs qui vous parleront de leurs ouvrages au style toujours très varié. Ce mois-ci, l'écrivain Jean Rohoux nous parlera de son dernier livre et nous découvrirons le premier roman d'Anne-Marie Cambon. Mais tout de suite, partons à la rencontre de Nicolas Destienne-d'Orves. Ce dernier est un critique musical reconnu, mais également l'auteur de nombreux ouvrages aux genres littéraires différents. Des essais, des nouvelles, des romans et des thrillers, un genre qu'il affectionne tout particulièrement. Il est venu aujourd'hui nous parler de son dernier roman, Les fidélités successives, un roman qui se déroule au moment de la guerre, qui emprunte au genre du thriller. Nicolas Destienne-d'Orves, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Merci. Vous venez aujourd'hui nous présenter Les fidélités successives, votre dernier roman paru en août dernier aux éditions Albin Michel. Il s'agit d'une véritable fresque romanesque dans laquelle on explore les choix ou l'absence de choix peut-être de Guillaume Berkelet, votre personnage principal, un jeune homme candide qui va se retrouver plongé dans le Paris de l'occupation et osciller entre résistance et collaboration. Alors c'est un roman qui est à la croisée de différents genres, une peinture de mœurs, une fresque historique, presque un roman psychologique ou un thriller. Quelles étaient vos intentions lorsque vous êtes lancé dans l'écriture de cet ouvrage ? Disons que c'est une période qui me tient à cœur depuis très longtemps. Bon, je porte un nom de résistant célèbre, donc disons que d'une manière ou d'une autre, je suis né pendant l'occupation, mais j'ai toujours été intéressé par le côté noir de la force. Donc moi, je suis né du côté de la résistance, donc j'avais envie d'aller gratter un peu du côté de la collaboration. Et surtout, du côté de cette zone grise entre les traîtres et les héros, entre les salauds et les âmes généreuses. Et je voulais mettre en scène, dans le cadre d'un grand roman très romanesque, construit presque comme un thriller, je voulais mettre en scène ce Paris de l'occupation, c'est-à-dire un Paris qui était ni noir ni blanc, qui était un Paris très dense, où tout s'est passé de façon très concentrée pendant 4 ans, qui était un Paris très artistique, mais à la fois un Paris très complexe. Et je voulais mettre en scène toutes les ambiguïtés et tous les paradoxes de cette époque. Vous conviez dans votre récit de nombreux personnages réels, parmi lesquels Jean Cocteau, Jean Marais, Sacha Guitry, Picasso. Comment est-ce que vous avez procédé pour mêler à ce point fiction et réalité ? C'est-à-dire que j'ai fait une chronologie. J'ai pris une chronologie très précise de toute la période, disons entre 35 et 49. Et à l'intérieur de ces moments réels, j'ai instillé des moments de fiction. Et au bout d'un moment, j'ai secoué le shaker. Et ce qui en est sorti, c'est un mélange de vrai et de faux, où disons que le faux paraît encore plus vrai que le vrai. C'est-à-dire il fallait que tout ça soit mêlé. Mais le moindre personnage de cette histoire est quand même inspiré d'un fait, d'une anecdote ou d'une personne ayant réellement existé. Alors votre personnage principal, Guillaume Berkelet, est un personnage très ambigu qui va se forger petit à petit au contact de l'histoire et faire des choix plus ou moins défendables. C'est un héros mais presque un anti-héros tout en restant profondément humain. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec ce personnage ? C'est-à-dire que pour rendre ce personnage au plus près de la réalité, il fallait que je me mette un petit peu en scène. Donc j'ai fatalement des traits de caractère proches de ce personnage-là. C'est-à-dire que je me suis un peu plongé dans cette période. Je me suis dit, et moi, à la même époque, au même âge, 18 ans, qu'est-ce que j'aurais fait ? Et en fait, c'est l'histoire d'un Candide, effectivement, qui va se construire en contact avec l'histoire et qui va devenir le reflet paradoxal de l'histoire. En fait, c'est un roman de formation à une époque qui est celle de la déformation et de la désinformation. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se construit au contact avec la période la plus déconstruite qui soit. Comment est-ce que vous aimeriez que vos lecteurs réagissent à la lecture de cet ouvrage ? Disons qu'à la fin, d'abord je veux qu'ils ouvrent le livre et qu'ils ne le lâchent pas. C'est construit comme ça. Je suis un grand lecteur de romans policiers, de thrillers. J'ai écrit plusieurs thrillers. Et donc j'ai acquis une science du récit que j'ai vraiment plaquée dans ce livre à un canevas de romans traditionnels, de romans de formation. Mais je veux qu'ils essaient de comprendre comment ça s'est passé, parce que le syndrome actuel, c'est de juger le passé avec les critères du présent, ce qui est infaisable. Et moi, j'ai toujours pour maxime, ce qui était l'ex-libris de Simon, c'est comprendre et ne pas juger. Pour moi, c'est essentiel. En parlant de comprendre, la transition est toute trouvée pour vous présenter le premier roman d'Anne-Marie Cambon, cette ancienne professeure de lettres qui nourrit une grande passion pour l'histoire des sciences. Dans son livre « Une destination légèrement incertaine », elle tente d'expliquer de manière romancée la disparition énigmatique à l'âge de 31 ans d'Ettore Majorana, un fascinant génie de la physique des années 30. Son livre est une enquête fouillée qui mêle un récit fictif et des éléments de vie réelle.
Bonjour Anne-Marie Cambon. Bonjour. Vous publiez Une destination légèrement incertaine aux éditions Dialogue. C'est votre premier roman, un roman en forme d'enquête qui place un physicien de génie au cœur de l'intrigue, Ettore Majorana. Comment est né le projet d'écrire sur cet homme ? J'ai rencontré Majorana, si je puis dire, par hasard, il y a une dizaine d'années. J'étais attirée par la photo, sa photo, et c'était un article de M. Klein à son propos, dans la recherche. Enfin, bon, il y avait quelques colonnes, hein. Rien de très fouillé, mais ce que j'ai lu m'a quand même beaucoup intriguée et j'ai eu vraiment envie d'en savoir plus. Comment avez-vous procédé pour recueillir autant d'informations si précises ? Eh bien, d'abord, j'ai cherché des informations donc, sur Ettore Majorana et je n'en ai pas trouvé, parce qu'il n'y avait pratiquement rien. Mais il se trouve que par hasard, sur Internet, à partir d'un article, j'ai vu qu'un livre qui a été publié en Italie par Erasmo Recami, contenant des lettres et des documents de Majorana, avait été traduit. Et à partir de ça, j'avais beaucoup d'informations, parce que j'avais les lettres de Majorana, des témoignages sur Majorana, et toutes sortes d'informations sur Majorana. Une destination légèrement incertaine est un roman dans lequel vous mettez en scène Ben, qui enquête sur la disparition du physicien, mais également Margaret, une jeune femme juive allemande qui échappe de justesse à la déportation. Une véritable réflexion se construit au fil des pages sur le nazisme, le fait d'être allemand ou italien au moment du récit, c'est-à-dire en 1946. Pourquoi les avoir évoqués dans votre roman ? Alors c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que d'abord, j'ai voulu que le récit, que l'enquête faite à propos de Majorana soit décalée par rapport à sa disparition. Il a disparu en 1938. On a mis en cause l'attitude de Majorana vis-à-vis du nazisme. Majorana n'a jamais admiré le nazisme, ça c'est pas vrai. Mais à côté de ça, et c'est ça qui est assez étrange, il se trouve que dès le départ, c'est-à-dire Hitler prend le pouvoir donc en mars, et dès le mois d'avril, il va y avoir des lois anti-juives qui vont viser en premier lieu l'université. Donc des collègues à lui, il y avait énormément de juifs dans la physique de l'époque, et il n'en parle pas. Et bon, du coup, ça a entraîné l'existence du personnage de Margaret, parce que j'avais besoin de quelqu'un qui puisse parler de l'Allemagne hitlérienne et puis qui puisse parler des mesures antisémites des années 33, de l'année 33. N'est-ce pas finalement ce mystère autour de la disparition d'Ettore qui rend le personnage, car il devient presque un personnage de la grande histoire, si passionnant, intriguant, voire obsédant ? Je sais pas. Je pense que le personnage de Majorana s'est caché finalement derrière sa disparition. L'arbre a caché la forêt. Et en fait, le véritable mystère de Majorana, c'est son intelligence fulgurante. C'est sa capacité à prédire des choses que 70 ans, 75 ans après sa mort, on cherche encore. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent encore les neutrinos de Majorana. Et c'est une recherche fondamentale pour la physique contemporaine. Et on parle encore de spinner de Majorana, etc., qui sont restés. Donc je trouve que finalement le côté mystérieux de la disparition a plutôt eu un effet finalement de voile sur la personnalité de Majorana, et peut-être dommage, finalement. Terminons à présent cette émission en compagnie de l'agréable écrivain Jean Roux. Spécialiste reconnu du XVIIIe siècle, il est bon connaisseur du christianisme et de la Bretagne, où il est surtout connu pour son enseignement et le succès de son livre « Fils de Plouc ». Nous avions déjà reçu Jean Roux pour son dernier livre « Le Christ s'est arrêté à Rome », une réflexion sur l'Église et l'Évangile. Et aujourd'hui, il vient nous parler de son dernier ouvrage, « Catholique et breton toujours », un essai sur le christianisme et la Bretagne, précisément documenté, nourri de réflexions sur l'histoire de la religion en Bretagne, du Moyen-Âge à nos jours, et parsemé d'anecdotes piquantes et révélatrices. Bonjour Jean Roux. Bonjour. C'est autour de Catholique et breton toujours que nous nous rencontrons aujourd'hui, un essai sur l'histoire du christianisme en Bretagne.
Donc Jean Roux, après le Christ s'est arrêté à Rome, vous publiez un nouvel essai sur la religion en axant votre réflexion sur la Bretagne particulièrement. Pourquoi ce choix? Eh bien, parce que la Bretagne est l'une des régions où la religion a eu le plus d'importance, et en même temps, c'est également une région où l'importance de la religion a énormément varié selon le temps et selon l'espace. Exemple, lorsque j'étais enfant, dans ma paroisse natale et les paroisses environnantes, 98% des gens allaient à la messe tous les dimanches. Aujourd'hui, dans ces mêmes paroisses-là, combien y a-t-il de gens de moins de 50 ans à aller régulièrement à la messe? 0. Quels sont selon vous les événements majeurs de l'histoire religieuse en Bretagne qui en font justement une histoire si riche et singulière? D'abord, la christianisation au IVe siècle, 4e, 5e, 6e siècle, qui a été faite de deux façons différentes. D'une part, la christianisation venait évidemment de Rome. En Gaule, elle venait de Lyon. Elle n'était pas encore arrivée jusqu'au centre Bretagne, et a fortiori jusqu'à l'ouest, lorsque sont arrivés les Bretons venant de Grande-Bretagne, qui, eux, étaient plus christianisés que les Armoricains. Au sud-est, ça s'est fait par les autorités en place, les autorités politiques, les dominants sociaux, les citadins. Tandis qu'ici, c'était des immigrés, des gens qui avaient laissé tout derrière eux, tout sauf ce qu'il y avait dans leur tête et dans leur cœur, notamment la religion. L'humour est toujours présent dans vos écrits et ce que vous racontez est parfois cocasse. Auriez-vous des anecdotes un peu étonnantes à nous faire partager? Ah oui, j'en ai plusieurs. Par exemple, ce qui s'est passé en 1932, au moment où Monseigneur Duparc, célèbre évêque de Quimper, trouve que la pornographie devient vraiment insupportable en 1932. Et il demande à tous ses prêtres d'être particulièrement vigilants là-dessus, notamment pour les bals. Parce qu'on commençait à danser non plus en se tenant par le petit doigt, mais ventre contre ventre. Aïe, aïe, aïe. Et certains des recteurs se disent, oui, bon, je vais encore me faire mal voir, vaut mieux que je sois prudent. Mais d'autres font du zèle. Par exemple, dans le Léon rural, à Saint-Servais, à côté de Plogourvest et de Landivisio, monsieur le recteur, il ne condamne pas les balles, il n'y en a évidemment pas dans le Léon rural. Mais il s'aperçoit que là-bas, il y a des hommes qui montrent leurs cuisses. Et à partir de ce jour-là, pendant 2 ans et demi à peu près, les footballeurs de Saint-Servais ont joué en pantalon et en plus, les femmes étaient interdites d'assister au match. Dans votre ouvrage, vous n'émettez pas de jugement ferme, mais laissez ouverte la réflexion. Quelle réaction espérez-vous chez vos lecteurs? J'espère que mes lecteurs réfléchiront à partir de ce que je dis, parce que ce que je dis va tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. J'espère que mes lecteurs réfléchiront et non pas nécessairement qu'ils changeront d'opinion. Mais moi-même, c'est quand je dialogue avec des gens qui ont des options, des orientations différentes des miennes, c'est à ce moment-là que je progresse, que je peux mieux réfléchir et non pas tourner en rond, que je peux préciser ma pensée. Voilà, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Kenavo!